Rayguard, c'est un jeu de plateforme combat assez classique avec des bruitages plutôt particuliers qui est sorti sur arcade et dont on va pas parler. On va parler de Rayguard sur NES, sorti en 1987. Alors, je sais pas si le jeu est une suite à proprement parler ou non, mais peu importe. On est Rayguard dans les deux jeux, et dans les deux jeux, on doit vaincre les gares. Mais, alors que la version arcade est assez classique dans ce qu'elle propose, de la plateforme et du combat, on connaissait déjà bien ça en 1986, la version NES, elle, va chercher quelque chose de nouveau. Elle fait partie de ces jeux qui mélangent les genres. S'il y a toujours de la plateforme et du combat, on trouve aussi de l'exploration qui donne au jeu un côté Metroidvania, et d'autres petites choses que je vais pas évoquer tout de suite. Et oui, comme d'habitude, ça va spoiler un max, alors si ce que je viens de vous dire vous intéresse, je vous invite à laisser la vidéo, faire le jeu, et à revenir une fois fini. Vous devriez pas avoir de mal à trouver une ROM et un émulateur pour y jouer. En plus, il a pas trop mal vieilli pour un jeunesse, notamment parce que Tecmo avait déjà compris qu'avoir des vies infinies, c'est cool. Par contre, comme c'est un jeunesse, je vous invite à le faire avec le manuel. Il est dispo via les liens en description. D'ailleurs, ça va être le sujet de cette vidéo, en plus de parler du jeu bien sûr. Bon bah un manuel, c'est un type de livre qui contient des informations sur un sujet précis. Je suis sûr que vous savez ce que c'est un manuel, vous en avez déjà tous eu à l'école. Mais on n'est pas là pour parler des manuels de l'école, on est là pour parler des manuels de jeux vidéo. Il y a deux parties dans le manuel de jeu. Il y a les mentions légales, vous savez, tous les trucs du genre « Attention, si vous mettez la cartouche dans du feu, ça risque de la casser. Ne mettez pas vos doigts dans les prises. Si vous nettoyez la cartouche avec de l'alcool ou du benzène, ça risque de l'abîmer. » Ou enfin, prenez les pauses toutes les 2 heures. Il y a aussi des informations sur la garantie, une page sur les risques et comment éviter les interférences entre la console et d'autres appareils comme une radio ou une télévision. Ces mentions légales-là, on les retrouve toujours dans les jeux d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y a aussi tout le reste, tout ce qui est indiqué dans la table des matières. Mais ce sera peut-être plus simple d'en parler après avoir parlé du jeu. Pourquoi j'ai voulu commencer par le manuel? Mais ça va pas du tout ce script-là. Le jeu commence sur l'écran titre. On appuie sur A, et on a immédiatement le contrôle de Rayguard et de son yo-yo de la mort. J'ai pas grand chose à dire sur cette arme, si ce n'est qu'elle est plutôt cool à jouer. Ça change des épées qu'il y a d'habitude, et ça permet de taper avec un peu de distance. Pour le moment, pas de risque de se perdre, on peut uniquement aller vers la droite. On a l'occasion de tuer nos premiers ennemis et tester les boutons pour découvrir plein de mouvements comme sauter, se baisser ou encore monter à une corde. Le saut est libre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien dire merde à l'inertie et changer de direction en plein air. Enfin, on peut sauter sur certains ennemis et ne pas prendre de dégâts. Et ça commence très bien. C'est impossible de ne pas découvrir tout le gameplay disponible de Rayguard dans cette première section. Pour moi, c'est le propre d'un très bon tuto. Mais assez vite, on arrive dans une nouvelle zone, une sorte de grande montagne avec plein de portes. Et derrière les portes, des mecs qui nous indiquent des trucs comme « Pour continuer, il faut le grappin » ou « Va à Gallows » et encore le fameux « Trouve les 5 Indora ». Et tout ça, c'est loin d'être évident. Qu'est-ce que c'est un Indora? C'est quoi Gallows? Il est où le grappin? Heureusement, la zone n'est pas très grande, et on finit par trouver une porte qui nous emmène ailleurs, vers un monde en 3D. Bon ok, c'est pas de la vraie 3D, c'est une sorte de bidouillage pour donner une impression de 3D sur une console qui est incapable d'en faire. Mais regardez, on peut sauter par-dessus les projectiles, ou même par-dessus les méchants. Alors certes, hein, c'est du bidouillage, mais je suis vraiment impressionné quand il y a une simulation d'Axe Z qui n'est pas complètement éclatée sur la NES. Là j'ai l'impression qu'ils ont fait ça en rendant le perso invulnérable pendant la majorité du saut, mais le résultat est plutôt convaincant. Au-delà de ça, j'aime beaucoup ce passage d'une caméra sur le côté, classique dans le monde de la plateforme, à cette caméra en vue du dessus. Parce qu'elle permet de mieux rendre compte d'une grande étendue. Bien souvent, et encore aujourd'hui, les zones en 2D, elles tracent tout droit dans une direction. Pour créer un monde avec plein de zones connectées, la 2D c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors oui, ça marche bien entendu, mais ça demande d'empiler des salles les unes sur les autres, et il y a peu de jeux qui réussissent à me le rendre crédible. À quel moment tu vas construire une arène ou un cimetière sous les égouts plutôt qu'à la surface? Et quand t'es bloqué dans un seul plan à cause de la 2D. Ça marche en termes de gameplay, mais c'est pas le mieux en termes d'immersion. Et je dis ça, mais il y a des jeux qui le font très bien, hein. Soit en plaçant l'action dans un environnement qui est logiquement tout empilé, comme Alonest, qui ressemble beaucoup à une fourmilière, ou via diverses arnaques, comme la carte Dory, qui, lorsqu'on dézoome, passe en 3D, même si en réalité on se déplace dans un monde qui est en 2D lui. Avoir une caméra au-dessus du personnage, ça permet d'étendre le monde d'est en ouest et du nord au sud, ce qui est beaucoup plus commun. Mais bref, l'arrivée dans cette zone, c'est le moment où on commence à être perdu. Beaucoup de directions sont possibles, et au milieu des vieux qui nous indiquent que l'on n'a pas les bons objets, et des zones qui se terminent par un trou, il y a cette unique porte, derrière laquelle se trouve le grappin.
Le grappin, c'est l'un des 5 items qu'il nous faut pour finir le jeu, et il va falloir chercher pour les trouver. Alors, j'ai mis Metroidvania dans le titre, parce que ça m'arrive surtout sur ce type de jeu, mais ça marche avec tout jeu qui demande de l'exploration. C'est le moment où on a 3 chemins possibles, mais qu'un seul est le bon. C'est un des trucs que j'aime le moins. Je vais pas spécialement m'étendre là-dessus dans cette vidéo, mais sachez juste que je ne prends aucun plaisir à aller dans une direction pendant 5 minutes, pour au final me rendre compte qu'il faut tout refaire dans l'autre sens, parce qu'il me manque un item pour passer. Et qu'il faudra à nouveau tout refaire plus tard, quand j'aurai l'item qui me manquait. Alors, d'un côté, Rehgar peut tout à fait souffrir de ce côté cul-de-sac. Mais le système de mort le rend moins contraignant. Quand on meurt, le jeu nous renvoie juste au début de l'écran où on est mort. J'ai juste à sauter dans un ou deux trous et je m'évite pas mal de chemin à pied. Le jeu nous renvoie aussi au début d'une zone quand on a battu le boss qu'il y avait à la fin, ce qui évite là aussi pas mal de backtracking. Alors, c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'un level design interconnecté comme on peut le voir de nos jours. Mais en 1986, ça existait pas vraiment. Et puis, ça reste un bon compromis qui montre une vraie considération pour éviter de demander aux joueurs de faire des allers-retours que certains pourraient trouver chiants. Et comme pour l'absence de game over, ça m'évoque des développeurs qui étaient déterminés à proposer un jeu le plus plaisant à jouer possible. On en vient à se dire que c'est quand même bizarre de pas avoir des infos plus claires. Y a pas de carte, pas d'exposition. Les dialogues sont évasifs et rien ne nous indique où aller. Pourquoi ? Et oui, contrairement à aujourd'hui, le manuel, il est pas juste là pour nous dire de pas être trop près de la télé. En plus des infos légales, il contient plein d'infos sur le jeu. Il y a l'histoire, comment contrôler Rehgar, le nom des différentes zones, une carte du jeu, le bestiaire, et même un épilogue qui indique qu'il y aurait peut-être plus que ce que le manuel semble indiquer. Et ça permet une chose très importante, passer outre pas mal de limitations techniques. Alors, on va pas trop entrer dans les détails parce qu'en dehors des articles Wikipédia, j'ai zéro expertise sur le domaine. Mais il y a en gros 2 choses qui vont limiter un jeu, en plus de l'argent qu'on est prêt à mettre dans son développement bien sûr. Le premier, c'est la capacité de la console en elle-même. Combien de calculs peut faire le processeur, combien de couleurs ou d'éléments on peut afficher en même temps, quelle résolution, combien de pixels ou de polygones. Je vais pas faire le tour, vous voyez le genre. C'est un facteur limitant contre lequel on peut pas faire grand chose. Même si l'optimisation du jeu peut permettre de mieux utiliser la console, elle reste un facteur limitant. Le deuxième point, c'est l'espace de stockage sur le support du jeu. Alors aujourd'hui, il y a presque pas de limite. Les disques durs font plusieurs centaines de gigaoctets, et un Blu-ray c'est énorme. Dans le pire des cas, on peut toujours mettre le jeu sur plusieurs si ça rentre pas dans un seul. C'est la méthode utilisée par Square pour proposer autant de cinématiques sur la PlayStation. Alors bien sûr, il y a une limite, parce que ça représente un coût plus grand de devoir mettre plusieurs CD plutôt qu'un seul. Il va falloir faire plus de CD, déjà, mais il va aussi falloir faire des boîtes sur mesure, qui risquent d'être plus grandes, de coûter plus cher à produire, de coûter plus cher en logistique. Bref, même si on évite de le faire, c'est quelque chose qui est possible. À l'époque des cartouches, ça l'était pas vraiment. On avait une cartouche et il fallait faire rentrer le jeu dessus. Et dans le cas des cartouches de la NES en 1986, l'espace de stockage c'était 40 kilooctets. 32 pour le code et diverses données du jeu, et 8 kilooctets pour les graphismes. À titre d'exemple, le script de cette vidéo, il fait actuellement 1978 mots, et il pèse déjà 51 kilooctets. Autant vous dire qu'il va falloir gagner de la place partout. Et pour gagner de la place, on n'a pas 36 solutions. D'un côté, on va optimiser au maximum le jeu, et de l'autre, on va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. On va éviter de mettre une carte par exemple. Déjà, ça va être très difficile à faire rentrer dans les 8 kilooctets, même en optimisant le nombre de sprites pour gagner de la place. Il va aussi falloir écrire du code pour faire apparaître cette carte quand on appuie sur un bouton, ce qui va là aussi prendre de la place, en plus de demander du temps de développement et donc de l'argent qui pourrait servir pour autre chose. On peut aussi gagner de la place en limitant le texte au maximum. Même si c'est facile d'avoir les 26 lettres de l'alphabet sur la cartouche, on gagnera quand même de la place vu qu'on n'a pas à coder leur apparition pour raconter l'histoire, expliquer les touches ou le fonctionnement des objets. Tout ça, on va le mettre dans le manuel. On gagne de la place sur la cartouche et on peut focaliser le développement sur des trucs plus importants. Le manuel permet aussi d'apporter plus de détails au graphisme. Le bestiaire offre des dessins plus aboutis que les sprites du jeu qui sortent en 240p sur la NES. Et donc, dans la cartouche, on va faire rentrer les environnements, le gameplay, ce qui est le plus important pour le jeu. On va ensuite voir suivant la place qui reste pour la musique. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment on peut faire rentrer un jeu dans un si petit espace, je vous conseille la vidéo de Morphcat Game qui explique comment ils ont fait pour développer Micromage sur la NES et faire tout rentrer dans la cartouche. Et je vous conseille aussi le jeu qui est plutôt sympa. La vidéo est en anglais, les liens sont dans la description. Comme je le disais, le manuel y contient plein d'informations. Ça permet d'éviter le problème des cul-de-sac. Le grappin est indiqué sur la carte, c'est logique de décider d'aller le chercher tout de suite. Surtout que le dialogue avec les vieux nous le suggère. Ensuite, il reste 2 endroits accessibles dans la vallée. Eruga étant le plus près, c'est là que j'ai décidé d'aller en premier. Et ça tombe bien parce que c'est le bon chemin.
un chemin un peu caché, puisqu'il faut utiliser le grappin pour grappiner une plateforme hors écran. Alors, je sais pas trop ce que j'en pense de ça. J'ai toujours trouvé rapidement mon chemin, mais j'imagine qu'on peut être frustré par cette mécanique. Certes, c'est bien indiqué que le grappin peut atteindre des plateformes hors écran, mais on peut se dire qu'il doit y avoir quelque chose au-dessus, essayer et passer juste à côté de la plateforme en se disant que la suite doit être ailleurs. Je dis pas que c'est une mauvaise mécanique, juste que ça aurait pu être un peu mieux fait. C'est d'ailleurs une critique que j'ai pour l'ensemble des upgrades. J'ai jamais été très confiant dans l'utilisation de la tyrolienne, j'ai eu du mal pour tirer avec l'arbalète pendant ma première partie. Le fonctionnement aurait gagné à être plus simple ou mieux expliqué. Après avoir récupéré le grappin, la tyrolienne et l'arbalète, vous pouvez aller partout dans le jeu, à l'exception de la dernière zone. On peut donc récupérer l'armure qui augmente notre défense, les armoiries pour obtenir des potions de soins auprès des vieux ermites, et la flûte de Pégase qui permet d'accéder à la dernière zone dans n'importe quel ordre. Le seul truc un peu décevant, c'est qu'on ne pourra utiliser la flûte qu'une fois tous les autres objets récupérés. Il n'y a pas de skip possible. Mais peu importe, on récupère tout et on retourne vers Eruga, en haut de cette tour qu'il vaut mieux pas avoir oublié. Il y a bien un message qui nous indique de revenir, et puis cette tour qui monte aussi haut semble cacher quelque chose, ça pourrait très bien être cette tour de la vie évoquée dans le manuel. Seulement, on y vient tellement tôt dans le jeu qu'il n'y aurait rien de surprenant à l'avoir oublié et à tourner en rond pendant un long moment avant d'enfin y revenir. Une fois en haut, complètement équipé, on joue de la flûte. Le château dans le ciel apparaît et on l'aborde. On traverse les différentes salles, on évite les chutes, on arrive devant le boss final et on sauve le monde. Ou pas. Les combats dans Rigard sont plutôt simples, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'options disponibles. Vous pouvez uniquement taper devant vous, et en termes d'esquive, c'est soit on se baisse, soit on saute. Alors je vais pas critiquer le fait que ce soit un système plutôt pauvre, après tout on est sur la NES. En plus de ça, le jeu n'est pas très dur. Les ennemis meurent en peu de coups, et sont souvent repoussés par nos attaques. Il y a juste le nombre de points de vie perdus à chaque hit qui augmente au fur et à mesure du jeu, et qui va rendre le tout de plus en plus dur. Mais comme notre vie augmente elle aussi au fur et à mesure, ça reste gérable. Même les boss ne sont pas particulièrement durs. Ils ont beaucoup de vie, ils nous tuent en seulement 2 ou 3 coups, ça oblige à apprendre leur pattern, mais vu qu'ils n'ont qu'une seule attaque et qu'on n'a que 2 façons d'esquiver, on peut rapidement trouver la solution. Et il y a toujours la magie qu'on peut garder en backup. Parfois le boss demande de faire des esquives compliquées, parfois non. Parfois on peut taper le boss en continu, parfois non. Et c'est tout ce qui va changer la difficulté de chacun d'entre eux. Sauf pour le boss de fin. Je veux dire, comment on est censé esquiver ce bordel? Il tape méga fort en plus. Je vois pas comment on doit faire à part en cherchant à taper le plus vite possible et en esquivant un peu au pif. Et même avec une potion et assez de magie pour me soigner une seconde fois, j'étais incapable de le battre lors de ma première partie. Simplement parce que j'avais pas le niveau. Ou plutôt, Rigard avait pas le niveau. À chaque fois qu'on tue un ennemi, on gagne de l'expérience. Et on peut mourir autant qu'on veut, on n'en perd jamais. Il y a juste une limite au nombre de niveaux qu'on peut avoir. En augmentant notre expérience, on va faire plus de dégâts par coup, et on va avoir plus de vie. J'ai été surpris de voir qu'il y avait ça dans le jeu, et je trouve que c'est une très bonne inclusion. C'est une bonne façon d'équilibrer le jeu, dans le sens où, si t'as du mal, tu vas mourir et devoir recommencer le niveau. Mais comme on perd pas l'expérience qu'on a déjà gagnée, on va être plus fort à chaque nouvelle tentative, ce qui va rendre le niveau plus facile. A l'inverse, si on est un joueur expérimenté et qu'on a peu de mal à progresser dans les niveaux, on va avoir peu d'expérience disponible, et le jeu va devenir plus compliqué. Je pense pas que ce soit la meilleure solution au problème d'équilibrage, mais ça marche assez bien, sans frustrer les vrais gamers qui veulent pas avoir de mode facile. Enfin, ça marche jusqu'au boss de fin. J'allais dire que c'est un boss de con parce qu'il faut juste lui bourrer la tronche. Mais apparemment il y a une strat qui consiste à utiliser une magie pour pouvoir lui mettre des dégâts tout en approchant sans en prendre nous-mêmes, ce qui va permettre ensuite de lui bourrer la tronche. Oui. Ouais, c'est un boss à la con quoi. C'est juste une course aux dégâts et si vous avez pas le niveau suffisant, c'est impossible. J'ai rien contre les boss de fin durs. La fin, c'est même le meilleur endroit où mettre un boss dur. Mais j'aurais bien aimé que le combat se résume pas à qui a la plus grosse puissance de feu. Au moins, on a une jolie cinématique de fin. Regarde, c'est pas un classique de la NES, mais ça reste un excellent jeu. Comme d'autres, il a tenté un mélange des genres et il l'a réussi. Il est agréable à jouer, les mécaniques fonctionnent bien entre elles, le monde qu'on explore est à la fois joli, grand et avec une super musique. Bon, pour l'époque, hein. Mais surtout, il est plein de bonnes intentions, de l'absence de game over jusqu'à l'excellent manuel plein d'explications et de messages touchants. Écoutez,
Vous venez de finir de lire ce livre, mais la vraie bataille n'a pas encore eu lieu. Vous devez ramener le brave Rhaegar à la vie afin qu'Argoul redevienne une terre de paix. Nous espérons votre succès. Si Rhaegar est battu par un ennemi ou qu'il perd trop de vie, il va mourir. Mais ne soyez pas découragés. En appuyant sur Start, vous pourrez le ramener à la vie une fois de plus et continuer le jeu où vous étiez. Tout dépend de vous. Les ennemis sont forts, le sol est traître et les défis qui vous attendent difficiles. Le soleil se couche, et Rhaegar a besoin de votre aide pour restaurer la paix une fois de plus. Bonne chance. Est-ce que c'est pas trop stylé? Il y a même un bonus spécial si on possède 5 vignettes à trouver dans les manuels des autres jeux de Tecmo qu'on pouvait envoyer pour obtenir un cadeau. C'est comme avec le camembert. Attends un instant. Ok, donc j'ai juste à aller sur leur site. Voyons voir. Ouais, ok, une glacière, pourquoi pas. Ah, attendez, mais il faut 90 vignettes? Ça fait 45 fromages. Putain, mais il faut payer 8 balles en plus? What the f...